ce soir, je ne suis pas seul. Je suis avec M. Hervé Choseville. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui va nous rejoindre, M. Joseph Matata, dans quelques secondes. Mais souhaitons d'abord la bienvenue à M. Hervé Choseville. Bonsoir chez vous en Corse. Bonsoir, bonsoir à tous vos vidéospectateurs. Je suis heureux, très heureux comme toujours d'être avec vous parce que d'après les commentaires de nos téléspectateurs, quand vous êtes là, vous avez l'expérience que vous leur partagez, vous avez en tout cas quelque chose de spécial. Voilà, au nom de nos téléspectateurs, alors je vous dis merci d'être venus. Surtout pour un sujet que nous allons traiter aujourd'hui. On va commencer avant que Joseph n'arrive. D'ailleurs, je vais commencer à présenter justement le sujet. Voilà, nous allons parler d'un fait ou d'un événement qui a étonné pas mal de gens dernièrement dans le conflit entre le Rwanda et la RDC. Quand je dis le Rwanda, mettez entre parenthèses le M23. Nous avons suivi tous la feuille de route de Luanda du 21, je crois, si je ne me trompe pas, novembre 2022 ou 23 novembre 2022. Je vais vérifier. De toute façon, cette feuille de route a été signée par pas mal de gens, dont les chefs de l'État, surtout les chefs d'État concernés dans le conflit pour amener la paix. Cette feuille de route, M. Choseville, je vais commencer par la présenter parce que j'ai consulté, je suis allé jusqu'à consulter un spécialiste dans le domaine qui m'a confirmé que cette feuille de route a force de loi de toutes les conventions internationales. Et toutes les conventions internationales signées par des États supplantent, subliment toutes les lois locales, donc nationales. Ça veut dire que la convention qui a été signée à Luanda, la feuille de route, ne peut jamais être interprétée ni modifiée par un État signataire unilatéralement. Elle peut être modifiée par une autre convention, une autre feuille de route, ou je ne sais pas moi, mais elle doit être comprise telle qu'elle a été signée. Voilà. L'événement dont je parlais, c'est que le Kenya a envoyé, comme le prévoyait la feuille de route, des militaires dans le cadre de l'EAC, l'Est de la RDC, mais les militaires, au lieu de faire la mission que prévoyait la feuille de route, ils se sont créés une mission à eux, une mission dans la mission. Ils ont modifié ce qui a été dit et les relations avec les belligérants ont changé, donc, par les militaires kenyans. Ce qui a eu pour effet d'énerver les Congolais. Le gouvernement, on en parlera, mais les Congolais, ils se sont demandé ce qui se passait. Voilà, c'était l'introduction que je voulais faire, mais ça ne s'est pas arrêté là, parce que le président Uhuru Kenyatta, le médiateur, a invité, sans demander qui que ce soit, il a invité le groupe M23, c'est-à-dire le Rwanda, donc vous comprenez le Rwanda, et il les a rencontrés
Il a même osé sortir un communiqué. Les gens se sont demandé, mais et la feuille de route de Luanda qui disait que, en tout cas, qui ne stipulait pas que le médiateur pouvait rencontrer unilatéralement le M23. Voilà, je viens de faire l'état de la situation, M. Hervé Choseville. Vous avez certainement suivi comme tout le monde, mais est-ce que cela vous a fait un choc? Donc, cela vous a étonné comme tout le monde. Voilà, la loi, c'est quoi? Donc, voilà, c'était une situation en tout cas pas attendue. Étonné, non, certainement pas étonné. Et la seule chose, c'est que je comprends tout à fait la colère des, des Congolais, en particulier ceux qui vivent dans cette zone du Nord Kivu, quand ils voient que des militaires étrangers arrivent, soi-disant permettre la réintégration d'une portion du territoire national dans dans la République démocratique du Congo, une portion du territoire national qui est illégalement occupée par non pas un groupe rebelle, mais par une milice suscitée, créée de toutes pièces, équipée, armée depuis le pays voisin, le Rwanda, et qui comprend des militaires rwandais. Donc il ne s'agit pas d'un groupe rebelle, il s'agit d'une milice, d'une milice. C'est une agression. C'est une agression. C'est une milice qui a été téléportée depuis Kigali jusqu'à cette région de Bunagana, Rutshuru, et qui occupe illégalement un territoire qui ne lui appartient pas, et que les Congolais, très légitimement, aspirent à vouloir être libérés de cette présence armée illicite, illégale et étrangère. Or, on a assisté effectivement, moi j'ai vu des vidéos où on voit les militaires kényans quasiment fraterniser avec, avec les officiers entre guillemets, hein, de cette milice. Et ça, effectivement, je me mets à la place d'un Congolais, c'est choquant. Mais je pense que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est la duplicité. La duplicité qui est la caractéristique principale du régime de Paul Kagame. Vous avez parlé de Luanda, vous vous rappellerez sans doute que Paul Kagame n'était pas présent à Luanda. Qu'avait-il de plus urgent, de plus pressé, de plus important à faire ce jour-là que d'être à Luanda pour discuter avec ses homologues congolais et angolais? S'il n'était pas présent, cette absence doit être interprétée. Cette absence est parlante, je dirais. Il a délégué son ministre des Affaires étrangères, qui était censé, si on lit le document, représenter le président du Rwanda. Mais je pense que cette absence était parlante et qu'elle traduit parfaitement la duplicité du régime de Paul Kagame. Il s'agissait d'un, comment dirais-je, un accord du bout des lèvres et que Paul Kagame n'avait certainement pas l'intention de respecter. Et les faits prouvent que ce que je dis est la réalité, puisque cette milice étrangère, le M23, est toujours présente là où elle s'est installée. Bunagana, Rutshuru sont toujours aux mains de cette milice.
et les rares endroits qui auraient été évacués, des témoignages indiquent qu'en fait, là encore, on retombe dans la duplicité, c'est une évacuation fictive et que peut-être qu'ils se sont retirés à quelques centaines de mètres ou voire quelques kilomètres de la localité en question, mais qu'en fait, ils rôdent toujours tout autour et que la population des arpents de terrain qui ont été évacués est toujours terrorisée à l'idée qu'ils pourraient revenir d'un moment à l'autre. Donc, pour l'instant, on nage en pleine duplicité, comme d'habitude lorsque l'on traite avec le régime de Kigali, ce qui veut bien dire que cette solution diplomatique définie à Luanda ne pourra jamais être appliquée sur le terrain s'il n'y a pas de réelle pression, non pas sur le M23, mais sur le régime de Kigali, tout simplement. Or, cette fraternisation à laquelle on a pu assister sur le terrain envoie un mauvais signal, ou du moins envoie un bon signal pour Paul Kagame, c'est que son scénario n'est pas perturbé et que il peut continuer à jouer de cette duplicité puisque les pressions ne sont pas encore venues sur son régime et les sanctions n'ont toujours pas été prises. Donc, il ne peut qu'être encouragé à poursuivre dans cette direction. Oui, Monsieur Hervé Choseville, c'est choquant. Vous avez utilisé le terme, vous savez, le français, c'est pas ma langue maternelle, mais c'est vraiment choquant pour un Congolais d'avoir espéré que les gens devaient venir le libérer son peuple de l'oppresseur, de l'agresseur, et que au lieu de faire ce qui lui a amené, de ce qu'il a amené, il se retourne contre le peuple congolais et il fraternise avec l'agresseur. C'est choquant. Vous avez parlé de dépression, mais je me dis, oui, Kagame, il n'est pas connu, il n'est pas très réputé de respecter les conventions, les lois, les accords pour lui. Bon, mais les pressions, je pense que elles sont là. Je pense, bon, je me demande les pressions là, où est-ce qu'elles doivent aller? Où est-ce qu'elles doivent arriver, ces pressions? Vous avez parlé des sanctions, mais je me demande si les sanctions même peuvent le changer, parce que je pense que c'est la personnalité et que ce n'est pas la personne. Vous voyez, il y a est-ce que, parce que les États-Unis, ils ont écrit, ils ont fait des déclarations, la France, l'Union européenne, voilà. Est-ce que les pressions ne sont pas suffisantes? Si quelqu'un comme Vladimir Poutine est en capacité de résister aux pressions internationales, je peux le concevoir. Vladimir Poutine, après tout, est à la tête du plus vaste pays du monde qui regorge de ressources naturelles, de pétrole, de gaz et de bien d'autres choses. Et il peut se dire que, et puis en plus, il a un pays de presque 150 millions d'habitants, il peut se dire qu'il est assez fort pour résister à la communauté internationale, pour résister aux pressions, pour résister à l'OTAN, pour résister au vote des Nations Unies. Mais qu'un petit tyran d'un pays sans accès à la mer, d'un pays grand comme quelques départements français, 50 fois plus petit que la République démocratique du Congo, puisse se sentir assez fort pour défier le droit international, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 89 les fois. sanctions
qu'il n'y a pas eu de sanctions Problème. et que les pressions ne sont pas suffisamment fortes. Parce que si réellement il y avait des sanctions, les sanctions qui ont été votées contre la Russie, elles n'ont pas fait faiblir Poutine. Mais si les mêmes sanctions avaient été votées et appliquées contre le Rwanda, est-ce que vous croyez que le régime de Paul Kagame aurait pu tenir plus d'une semaine? C'est un pays enclavé, un pays privé de ressources, un pays dont la moitié du budget vient de l'aide, de l'assistance ou de la coopération internationale. Kagame, si on était sérieux avec et si on prenait vraiment en considération le caractère inacceptable du rôle que son régime joue dans l'Est du Congo, Kagame n'aurait pas les moyens de faire face à de réelles pressions de la part de la communauté internationale. J'en suis persuadé. Comme je l'ai dit, il ne tiendrait pas une semaine. Je suis de votre avis, dans les cas normaux, pour des personnes normales. Et c'est ce qui fait peur aux Rwandais. Je parle avec eux tous les jours, même juste 10 minutes avant que je commence les émissions. Je parlais avec un membre de ma famille, donc je parle avec les Rwandais. C'est cela, ce que vous venez de pointer, justement, c'est cela qui fait peur aux Rwandais. Ils connaissent sa personnalité. Bon, il va nécessairement les entraîner dans sa chute. Il ne va pas lâcher l'affaire, quelles que soient les sanctions. Il ne faut pas laisser lâcher l'affaire. C'est sa personnalité. On le connaît. Il s'est comporté de la même manière dans d'autres cas, dans plusieurs cas. Les Rwandais le savent. Et maintenant, là où donc le conflit en arrive avec la RDC, et avec les pressions diplomatiques, politiques qui se sont exercées sur la personnalité de Kagame, sur la personne de Kagame, il n'a pas changé. Certainement que le monde va hausser d'un ton et va en arriver justement aux sanctions assez sévères, comme vous le dites. Alors, on se dit, c'est la fin du Rwanda. Dans sa chute, c'est vraiment... alors, il y a une autre question, petite question. Est-ce que le monde qui connaît cette personne et qui voit la direction que prend les événements, je pense que ce n'est pas seulement les sanctions qui peuvent aider les Rwandais, qui peuvent aider le Rwanda, parce que Kagame, tout ce qu'il fait, il le fait comme individu. Je me demande si, voilà, je voulais savoir votre appréciation. Je me demande si le monde ne devrait pas considérer cet élément, Hervé Josevine. Mais de quelles sanctions parlez-vous? Il n'y a pas de sanctions qui ont été prises pour l'instant contre le Rwanda. C'est bien là le problème. J'ai utilisé tout à l'heure le mot duplicité pour qualifier le régime de Kigali. Mais en fait, la duplicité, Kigali n'en a pas, enfin, Kagame n'en a pas le monopole. Je dirais que la duplicité, elle existe également à Berlin, à Londres, à Paris, à Washington, à New York pour ce qui est des Nations Unies, puisque on se fend de communiquer pour déplorer les actes du M23 ou pour déplorer l'occupation de ce territoire autour de Bunagana ou de Rutshuru. Mais on ne va pas plus loin. Donc là, il y a une véritable duplicité, puisque ce ne sont que des mots. Ce ne sont que des mots. Donc, pour l'instant, Kagame a tout à fait raison de ne pas trembler, puisque ces mots, ces condamnations, bon, peuvent peut-être blesser son amour-propre, mais au-delà, non, certainement pas, puisque il n'y a pas eu de véritables sanctions prises contre son régime, alors que dans le passé, on a vu
comment on peut être dur. Bon, on le voit aujourd'hui avec la Russie, qui est un très grand pays, mais on l'a vu dans le passé contre la Libye, lorsqu'il s'est agi de punir Kadhafi, par exemple, ou on l'a vu contre l'Irak dans le passé. Lorsque on veut réellement prendre des sanctions contre un État, on les prend. Or, dans le cas du Rwanda, je n'ai toujours rien vu de tel. Vous avez raison. Kagame s'est senti intouchable, s'est senti parce que de toute façon, ce n'est pas la première, disons, je ne sais pas comment on peut l'appeler, ce n'est pas la première horreur qu'il commet. Il a commis pire. Hein. Il reste intouchable, il reste voilà. Souhaitons d'abord la bienvenue à M. Joseph Matata pour le mettre dans le bain et pouvoir continuer. Bonsoir, Joseph Matata. Nous sommes heureux de t'accueillir. Le micro. Le micro. Il faut allumer le micro. Ce que j'ai fait. Voilà, je recommence. Voilà. Je suis très heureux de saluer M. Choseville. C'est la première fois qu'on se retrouve sur un plateau ensemble. Je te salue aussi, toi, Aloïs. Bon, j'espère, je viens juste de prendre l'émission au vol, mais j'ai été en retard, excusez-moi. J'espère que nous allons faire une bonne analyse de la situation. Merci. Bonsoir, monsieur. Voilà, l'analyse, nous l'avons commencé avec Hervé, où on a vu que Kagame a toujours piétiné les conventions et les accords qu'il a fait avec ses pairs, ce qui est la même chose dans le cas de la feuille de route de Luanda. Mais le pire pour les Congolais, c'est de le voir c'est de se voir trahi et par ceux qui sont venus dire qu'ils vont les défendre, entre autres les Kenyans, et être trahi par le médiateur. Le médiateur qui a interprété ou qui exécute la feuille de route de Luanda à sa manière, à sa guise, sans consulter qui que ce soit. Vous savez que Uhuru Kenyatta a consulté le M23. Voilà, Joseph Matata, la situation. Et Hervé Choseville disait que c'est l'impunité dont a joui tout le temps Paul Kagame et qui fait qu'il ne change pas. Il estime, M. Hervé Choseville, que les sanctions réelles et pas des déclarations de la part de ceux qui ont le pouvoir sur lui, les sanctions seules peuvent le faire changer d'avis parce qu'il n'aura pas le choix. Voilà. Joseph Matata, quel est votre avis sur la situation dans la région que entraîne une situation catastrophe que Paul Kagame cause dans la région? Eh bien, moi, je crois que c'est une histoire, une lune de miel qui continue entre les suprématistes, les suprémacistes anglo-saxons qui ont choisi des hommes de main pour entamer une ère de colonisation par personne interposée, qu'ils ont choisi une bande de personnalités sans scrupules. Je dois souligner que
avant que Kagame n'entre en danse, les services secrets britanniques avaient choisi le président Museveni et M. John Garang, lorsqu'ils étaient encore des étudiants à l'université de Dar es Salaam. C'était des étudiants qui se présentaient comme des panafricains, mais quand on voit tous les dégâts, tous les millions de morts qu'ils ont causés dans la région, on se demande si c'était des panafricains honnêtes ou si c'était des pantins. Alors, ce qui s'est passé, c'est que après avoir chipoté avec Amin Dada en Ouganda, parce que la déstabilisation de cette région a commencé avec Amin Dada, un dictateur qu'ils ont choisi, un ancien militaire qui a servi dans l'armée britannique, qu'on a utilisé pour, en quelque sorte, semer le chaos en Ouganda. Vous savez très bien que, tout comme Zelensky en Ukraine, Amin Dada, c'était aussi un clown qui s'est amusé à se faire transporter par des blancs à Kampala, comme si c'était un roi noir avec des esclaves blancs. C'est la première fois qu'on voyait un chef d'État s'amuser avec, avec quelques Européens qui l'ont porté, comme on porte dans la brassière, chez les Rwandais, avant l'arrivée des voitures, on transportait les malades, 4 personnes avec un hamac, on transportait une personne à l'hôpital. Donc, alors, avec Museveni et John Garang, ils ont amélioré la communication, le marketing. John Garang a été utilisé au sud du Soudan pour justement essayer de casser, et c'était presque fait. Lorsqu'il a été assassiné en 2005, il s'était opposé à la partition du Soudan. Et il a fallu qu'il soit éliminé, assassiné. Curieusement, sur invitation du président Museveni, il avait été invité à Kampala et il est mort dans l'hélicoptère présidentiel de Museveni. Comme le président Abiyarimana a été invité à Dar es Salaam dans une réunion et qu'il est mort de retour dans un attentat terroriste aérien. Donc, on voit la même méthodologie. Récemment, on a arrêté des espions à Kinshasa, des espions qui étaient en train de mettre un dispositif tout autour de l'aéroport d'Ondjili, l'aéroport justement emprunté par le président Tshisekedi, le président congolais. Donc, on voit que les mêmes méthodes, on a utilisé les mêmes méthodes pour déstabiliser tous ces pays-là. Et la seule garantie que je vais dire ces prédateurs anglo-saxons avec leurs collègues de l'Union européenne, ils ont choisi d'assurer l'impunité à leurs hommes, à leurs seigneurs de guerre. Museveni n'a jamais été poursuivi, mais si vous pouviez compter les millions de morts en Ouganda, il n'y a personne qui parle de Museveni, il n'y a même aucun rapport contre Museveni. Pourtant, les killing machines de Kagame, quand ils étaient en Ouganda, ils ont massacré les Ougandais par centaines de milliers, mais on n'en parle pas. Quand ils ont déferlé sur le Rwanda, ils ont massacré, notamment dans ce qu'on appelle la zone tampon. Et c'est ce que je crains pour le Congo. Quand le FPR dit qu'ils sont en train de créer une zone tampon où l'armée congolaise ne pourra jamais mettre les pieds, mais c'est comme la zone tampon dans le nord du Rwanda, où à la fin, le FPR avait massacré une bonne partie des Hutus dans cette zone tampon. Les survivants se sont réfugiés jusqu'à Nyakyonga, aux portes de Kigali. Donc, nous avons affaire à une machine à tuer qui est bien rodée et dont les chefs sont sûrs de rester impunis. C'est ça qui se passe. Et Kagame, il refait le même scénario au Congo.
le même scénario. Il n'a même pas besoin de se casser les méninges. Il refait le même scénario au Congo en espérant produire les mêmes résultats. Il parle du génocide des Tutsis au Congo. Mais quand on connaît l'histoire des réfugiés Tutsis que Kagame a fait venir au Rwanda, ils n'avaient pas été attaqués au Congo. C'est lui qui les avait déstabilisés au Congo pour les amener au Rwanda et s'en servir comme une pépinière pour recruter des soldats qu'il utilise pour le Congo. Parce que les Makenga et compagnie sont des Congolais que Kagame a recrutés au Congo et qui les utilise maintenant contre le Congo. Et ils ne sont pas les seuls. Je suis sûr et certain qu'il est en train de recruter d'autres personnes. Mais pour le Congo, nous ne devons jamais oublier que la carte ethnique a toujours été jouée par Museveni et Kagame. Ici, je vais parler des Hema et des Lendu, d'Olituri. C'était encore un jeu de Kagame et de Museveni sur base de ce qui s'est passé avec les Hutus et les Tutsis au Rwanda. C'est toujours la même chose, la même technique. Or, quand Museveni et Kagame parlent d'être des protecteurs des Tutsis, c'est faux, puisque ce sont eux les fossoyeurs, ce sont eux les pyromanes qui mettent le feu et qui jouent sur la carte ethnique. Et aujourd'hui, en 2023, je crois que le monde devrait, les Congolais d'abord ont bien compris l'affaire, mais les Tutsis eux-mêmes devraient refuser, devraient être les premiers à ne plus payer les frais de cette politique de miser sur le génocide des Tutsis, sur les massacres contre les Tutsis. Les Tutsis, ils deviennent comme des cobayes qu'on veut utiliser partout pour justement, pour d'abord jouer aux victimes, mais aussi pour les utiliser dans les déstabilisations de plusieurs pays et notamment pour le Congo. On sait très bien qu'avant l'avènement de Kagame au pouvoir, le Congo n'avait pas ce genre de problème. Les Tutsis du Congo n'avaient jamais eu de problème au Congo. Donc, les problèmes liés aux problèmes, je veux dire, ce qu'on appelle les violences contre les Rwandais ou contre les Tutsis, que ce soit au Rwanda, que ce soit au Congo, c'est une affaire de Museveni et de Kagame qui restent toujours en place. On continue de les utiliser. Et comme ils ont la bonne oreille attentive des médias, tous les médias jouent du cinéma. Ils chantent la même chanson. Ah, les Tutsis au Burundi, ils ont essayé au Burundi. Tiens, si on parlait un peu du Burundi, au Burundi, ils ont essayé. Ils ont essayé de jouer la carte ethnique, le génocide des Tutsis du Burundi. Alors que les Burundais étaient dans l'armée, les Tutsis étaient dans l'armée burundaise. Ils ne pouvaient pas commettre un génocide contre leurs congénères, alors que c'était eux qui assuraient la sécurité. Kagame a essayé d'assassiner quelques personnalités, notamment le chef des renseignements, M. Adolphe Nshimiyimana. Ils ont tué Bikomagu, etc. Il a assassiné quelques personnalités pour essayer d'embraser le Burundi, et ça n'a pas marché. Et ici, je dois encore rappeler que l'ancien ambassadeur du Rwanda au Burundi, M. Habimana Augustin, il est porté disparu depuis janvier 2014, juste après l'assassinat de Karegeya Patrick. Comment expliquez-vous que le président Paul Kagame fait disparaître un ancien ambassadeur de son régime parce que tout simplement, il a fait disparaître à Nairobi au Kenya, parce qu'il avait refusé de déstabiliser le Burundi. Donc, on voit que Kagame, il est habitué à manipuler les gens, à embarquer tout son appareil étatique, y compris les ambassades, il les implique toujours dans les assassinats, dans les massacres, dans les préparations de déstabilisation, même des réfugiés un peu partout. Il faut voir qu'une fois qu'on a mis une ambassade au Congo-Brazzaville chez Sassou Nguesso, c'est à ce moment-là qu'une compagnie de taximens, une compagnie de taxi
a été incendié, 26 véhicules incendiés en un clin d'œil. Parce que la personne qui s'occupait le propriétaire de cette compagnie de taxi avait refusé de se faire racketter par la mafia FP. Parce que Kagame, quand il va quelque part, il demande de l'argent, il demande qu'on se mette à son service. Donc, il vous prend tout. Hommes, femmes et enfants. Il te prend tout. Et il fait la même chose avec les Européens, avec les Occidentaux. Quand, prenez la famille Gauthier, par exemple. Tout simplement, on utilise la fille, la femme de Gauthier, le monsieur Gauthier, le pauvre Gauthier. Je suis sûr que Gauthier peut-être n'est pas un mauvais homme, mais il est obligé de jouer le jeu de la mafia FP. Il a été d'ailleurs décoré pour ça. C'est ça qu'on essaye. Combien de fois on a essayé d'insulter, d'attaquer M. Choseville? Parce que Choseville dit cette vérité qu'il connaît. Il a été dans la région, il sait de quoi il parle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On l'intimide, on l'attaque, on le traite de négationniste, etc. Ils ont fait la même chose avec M. Christian Dobel, avec sa femme Martine. Ils ont attaqué Onana, ils ont attaqué tout, même le professeur Philippe Régens. Donc, c'est-à-dire, pour la mafia, quand on travaille pour eux, on essaie de te diaboliser, on essaie de te traîner dans la boue pour justement te pousser à leur servir. C'est ça qui se passe. Les Congolais, tu verras, pendant cette période de zone tampon qu'ils sont en train de créer, mais ils vont essayer de corrompre les chefs de village, ils vont essayer de corrompre combien de Congolais, des ONG, ils vont corrompre la société civile, comme ils ont fait au Rwanda. Au Rwanda, ils ont corrompu avant d'abattre l'avion du président et de nous plonger dans un génocide. Ils avaient corrompu tout. Les chefs religieux, que ce soit les musulmans, les catholiques, les protestants, les adventistes, les pentecôtistes, ils avaient corrompu partout. C'est leur technique. La mafia, elle ne peut que corrompre. Quand elle ne fait pas avec les moyens, je veux dire, de corruption, elle les force. Donc, elle les menace, comme toutes les mafias. C'est ça qui se passe. Donc, pour le cas du Congo, les Congolais devraient absolument refuser cette stratégie de zone tampon où l'armée congolaise n'aurait aucun droit de pénétrer. Ça, c'est un piège très diabolique pour les populations congolaises et surtout pour les Tutsis du Congo. Merci. Oui, merci Joseph. Justement, les Congolais, ils refusent cette stratégie. D'ailleurs, avant-hier, il y a eu une conférence de presse de tous les mouvements citoyens réunis. Et justement, l'objectif, c'était de dire qu'ils refusent cette stratégie. Ces quelques minutes, je vais vous montrer la lecture de ce communiqué, du communiqué qu'ils ont fait justement après consultation. Et ces mouvements citoyens au Congo, on sait la force qu'elle représente. On se demande justement si ça va avoir effet, ça va avoir impact. Appel à la mobilisation générale pour dire non à la balkanisation de la RDC. Communiqué de presse du collectif des mouvements citoyens et groupes de pression du Nord Kivu. Depuis son déploiement à l'est de la République démocratique du Congo, la force militaire régionale de l'EAC en novembre 2022, qui s'est ajoutée aux troupes ougandaises en mutualisation militaire avec les FARDC dans la partie nord de la province du Nord Kivu. La situation sécuritaire continue à se détériorer avec conquête armée des terroristes du M23, des ADF et des groupes armés négatifs sur les champs de bataille, alors que l'annonce de leur arrivée représentait une lueur d'espoir au peuple congolais. Jusqu'à preuve du contraire, nous ne savons même pas à quoi nous sert cette force de l'EAC, alors qu'elle avait été appelée pour appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo
dans la lutte contre l'agression rwandaise sous couvert du M23, mais sur le terrain, il n'y a aucune opération militaire qui est déjà lancée. Cela fait actuellement 3 mois. Leur comportement reste à désirer par la population. Ils roulent comme des touristes dans la ville de Goma, ce qui indigne la population pendant que les terroristes du M23 continuent à progresser et conquérir des villages et les localités de la province du Nord Kivu, notamment dans le territoire de Rutshuru, et menacent de déborder dans le territoire de Masisi où ils commettent des crimes de tout genre. Recrutement forcé d'enfants, enlèvement des personnes, détention en prison souterraine, soumission à des travaux forcés, viol, menace de mort pour ceux qui désobéissent à leur ordre, tuerie, perception illégale des taxes et impôts, exploitation illicite de nos ressources naturelles. Eu égard à tous les éléments si haut évoqués, la force militaire de l'EAC préfère assurer une zone tampon entre les FARDC et les terroristes du M23, cas de ces deux activités de remise des positions contrôlées jadis par le M23 à Kibumba et Rumangabo à l'EAC, et ils mettent même en garde l'EAC de ne pas voir les FARDC dans ces zones-là qu'ils ont conquis par les combats, chose qui n'est pas admissible pour un État souverain qui est la RDC. Ainsi, revenant sur le déploiement, nous nous sommes opposés dès le début à l'arrivée de la force militaire régionale de l'EAC et réitérons notre soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo qui sont les seuls à avoir prêté serment de défendre l'intégrité des territoires nationaux jusqu'au sacrifice suprême. Et nous demandons le lancement offensif militaire pour récupérer les villages où les rebelles occupent et au gouverneur militaire d'aller rétablir l'autorité de l'État dans les positions récemment cédées par le M23 parce que la force régionale n'est pas la police du M23. Elle est venue sur demande du gouvernement congolais. Nous refusons catégoriquement le déploiement de l'armée sud-soudanaise en RDC parce que le Sud-Soudan en soi est un pays instable qu'il devrait d'abord sécuriser avant de venir en aide à d'autres pays. Et si dans les délais les plus courts, les militaires de l'EAC n'entrent pas en guerre contre les rebelles du M23 comme l'indique leur mission, à partir du 18 janvier 2023, nous allons organiser des séries d'actions et manifestations populaires pour leur demander de rentrer de là où ils sont venus en laissant les FARDC seuls la responsabilité d'éradiquer les rebelles du M23. Fait à Goma le 12 janvier 2023. Voilà, donc vous venez de l'écouter, les mouvements citoyens avec toutes les forces vives qui ont assisté à tout ce scénario de M. Kenyatta. Il n'y voit pas clair. Donc, vous voyez que ils viennent, vous avez entendu qu'ils viennent de donner une date butoir, le 18 janvier, que ces forces de l'EAC, sinon pas entamé de chasser de force le M23 pour l'amener dans les positions que les conventions de Luanda telles que le stipulent. Donc, les forces, ces mouvements citoyens, c'est eux qui vont prendre les choses en main. Donc, et pour chasser ces forces de l'EAC
du territoire congolais, parce qu'ils n'auront rien fait, si ce n'est que venir prêter la main à leur ennemi. Voilà, M. Choseville, c'est clair, hein? Oui, c'est tout à fait clair. Et je comprends tout à fait la colère exprimée par ce représentant de la société civile à Goma. En ce qui concerne l'armée sud-soudanaise, effectivement, on peut se demander ce qu'elle fait au Congo quand, comme il l'a très justement indiqué, elle n'a pas encore été capable de rétablir la sécurité sur le territoire sud-soudanais. Je pense que son rôle, c'est un rôle d'appoint de l'armée ougandaise, puisque l'armée du Sud-Soudan, c'est-à-dire la SPLA en fait, hein, c'est l'ancienne SPLA qui est devenue l'armée sud-soudanaise. La SPLA, c'est une force d'appoint de UPDF, de l'armée ougandaise. Monsieur Matata, tout à l'heure, a eu raison d'essayer de resituer dans un contexte historique. Il est remonté jusqu'à Amin Dada. Il a eu tout à fait raison. Je pense qu'effectivement, le Deus ex machina originel, c'est effectivement le président Museveni, et que donc c'est bien compliqué d'espérer que l'armée ougandaise puisse jouer un rôle constructif en République démocratique du Congo. Moi, je l'ai bien connu, l'armée ougandaise, puisque j'ai vécu à la fois en Ouganda et au Congo. Et M. Matata a parlé de l'Ituri. J'ai vécu là-bas, j'ai vu la manière dont les généraux ougandais jouaient comme au jeu d'échecs ou comme jouaient les chefs Hema Nord contre Hema Sud, Lendou, Guéguéré, parfois aussi les Alours étaient manipulés. On a assisté en Ituri à un quasi-génocide, enfin un génocide multipolaire, je dirais, parce que c'était les Hema qui massacraient les Lendou qui massacraient les Hema, et parfois il y avait des luttes intestines parce que entre les Hema Nord et les Hema Sud, ils ne s'aimaient pas beaucoup. Entre les Lendou et les Ngiti, parfois, et au milieu de tout ça, il y avait les Alours qui cherchaient à... Donc, oui, moi, je pense que le président Museveni joue le rôle du pompier pyromane dans cette affaire. Et je me demande, enfin, non, je me demande pas, je sais pourquoi, mais je conteste formellement, en tout cas, la présence de troupes, de forces armées de pays voisins du lieu du problème en République démocratique du Congo. Je pense que ni les troupes ougandaises, ni les troupes sud-soudanaises, ni même les troupes burundaises ne devraient jouer un quelconque rôle dans cette région et ne devraient pas être déployées au Kivu. Ces pays et ces États ont trop d'intérêts. Ils ne peuvent pas être, comment dirais-je, ils ont trop de partis pris et trop d'intérêts qui affectent le comportement ou l'action de leurs forces armées au Kivu. Je pense qu'il leur aurait mieux valu amener des troupes malgaches, togolaises, pourquoi pas, mais certainement pas ougandaises et sud-soudanaises. Et la preuve, c'est que même Uhuru, dont on espérait la médiation, il vient de montrer que il a un parti pris. Et donc, Monsieur Choseville, vous avez raison. Ces pays-là ne peuvent pas être neutres dans la situation au Congo. Ils sont juges et partis. Voilà le mot que je cherchais. Ils sont juges et partis.
Ils sont jugés partis, ils ne peuvent pas être neutres, ils ne peuvent pas faire la médiation. Et la preuve, c'est que même avec les limites, les marges décrites par la feuille de route de Luanda, le médiateur, il vient tout complètement de foutre cela dans les poubelles pour se ranger du côté des agresseurs. Voilà, donc je pense que tout est dit, mais on se dit, et la part des Occidentaux. Je reviens à vous, cher Hervé Sozéville, avant d'aller chez M. Joseph Matata. La part des Occidentaux, parce qu'elle n'est pas moindre dans tout cela. J'ai parlé tout à l'heure de duplicité de Paul Kagame et duplicité de ces pays occidentaux que vous évoquez. Monsieur Matata, tout à l'heure, a été très gentil de parler seulement des anglo-saxons. Moi, je n'aurais pas hésité à inclure la France, voire même la Belgique, dans le lot, parce que depuis que Emmanuel Macron est président de la République en France, il a effectivement eu la volonté d'établir des liens avec Paul Kagame, pensant peut-être qu'il pourrait manipuler Paul Kagame, alors que j'ai bien l'impression que c'est l'inverse qui est en train de se produire, et que, comme je le dis toujours au sujet de Paul Kagame, quand on veut dîner avec le diable, il faut se munir d'une très très longue cuillère. Et je pense que le pauvre Emmanuel Macron a sous-estimé la personnalité de Paul Kagame. Mais donc oui, effectivement, la France est complice. Et les États-Unis sont complices. Je disais tout à l'heure que s'ils voulaient vraiment faire céder Kagame, eh bien, ils n'auraient qu'à suspendre, par exemple, leur aide militaire au Rwanda, par exemple. Suspendre, je ne dis pas l'arrêter complètement, mais la suspendre tant que le M23 est présent à Bunagana et à Rutshuru, suspension de l'aide militaire américaine. Ça aurait du panache, ça aurait du poids, ce genre d'action. La France pourrait faire la même chose, la Grande-Bretagne aussi, la Belgique aussi, mais sans parler même d'Israël. Mais tant que ce genre d'acte fort n'aura pas été posé, je le répète encore une fois, Paul Kagame se sentira suffisamment sûr de lui pour poursuivre dans la voie qu'il suit depuis, j'irai pas aussi loin que M. Matata, mais en tout cas, en ce qui concerne l'Est du Congo, depuis au moins 1996. Et donc, les déclarations, les condamnations, tout ça, ça ne vaut pas un clou. Parole, parole. Voilà. En tout cas, surtout, parole, comme dans la chanson. Elle s'envole, mais une fois que ces paroles tombent dans les oreilles de M. Kagame, je pense qu'elle ne s'envole pas, elle les brûle. Les paroles. Moi, écoutez, très sérieusement, hein, pour revenir sur une note sérieuse, moi je pense que le seul discours qui vaille, c'est le discours que tient le docteur Denis Mukwege depuis le début, enfin depuis le début qu'il s'exprime sur les questions non médicales, je dirais. Je pense que c'est le seul discours cohérent vis-à-vis de Kigali. C'est le seul qui a eu le courage de dire la vérité et de dénoncer les crimes et de dénoncer la duplicité du régime de Kigali. Voilà, Monsieur Matata, Kagame n'a jamais respecté les conventions, les accords. Ce n'est pas étonnant, hein? Monsieur Joséville s'est exprimé là-dessus, mais je voudrais aussi entendre ton avis. Kagame n'a jamais respecté aucun accord.
Mais Kagame ne respecte rien. C'est comme tous les mafiosi, ils ne respectent rien. Je vais donner un exemple. Quand 4 ou 5 mafieux s'attaquent à une banque, ils s'entendent très bien avant l'attaque. Une fois qu'ils ont dévalisé la banque, vous en avez un ou deux qui se trouvent assez malins pour éliminer leurs collègues. Donc, leurs complices pour l'attaque de la banque. Mais c'est ce que Kagame a fait. Quand ils sont partis d'Ouganda, ils ont commencé par éliminer, Kagame a commencé par éliminer son ami, son meilleur ami, Fred Rwigema. Plus ses adjoints, Peter Bayingana, Chris Munyenyezi, c'est des majors qui avaient le même rang que Kagame. Il a commencé par les éliminer. Donc, Kagame ne respecte rien, ni au sein de son équipe, le Front patriotique rwandais, ni dans toutes les conventions qu'ils ont menées, les accords de paix d'Arusha. Kagame ne les a jamais respectés. Il n'a jamais signé dedans. Il a envoyé des gens, je veux dire, des hommes de Souma, les Bizimungu Pasteur. Ce sont eux, Kanyarengo, c'était ces outils de service qui ont signé les accords de paix d'Arusha. Avec le président Abiyarimana qui s'est fait arnaquer, qui s'est fait avoir. Et Kagame, entre-temps, avec les zones tampons, les mêmes techniques qu'il utilise au Congo, il était en train de préparer l'apocalypse. Pourtant, il a dit que c'est M. Bagosora, Théoneste, qui a préparé l'apocalypse. Hein? Alors que c'est Kagame qui préparait l'apocalypse. Il a fait porter le chapeau à M. Théoneste Bagosora. Et les accords de paix d'Arusha, il les a violés. Et quand ils ont fait le premier gouvernement, quand ils ont commencé le premier gouvernement avec Faustin Twagiramungu, il n'a pas respecté même les principes. Il n'a rien respecté. Il y a ce qu'on appelle la déclaration du FPR du 17 juillet 1994. Il n'a même pas respecté cette déclaration du FPR. Donc, quand ils ont écrit, quand ils ont confectionné la nouvelle constitution en 2003, Kagame ne l'a jamais respecté. Il l'a chambardé jusqu'à 95, combien de fois? Mais Kagame n'a rien respecté. Je vous donne encore aussi simplement. Quand Kagame est arrivé au Rwanda, nous avions des orphelinats, nous avions des associations de tout genre, les coopératives, tout ça, il a tout détruit. Kagame ne respecte rien. Il ne respecte ni l'organisation de la société civile, ni les organisations des confessions religieuses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décapité l'église. Après avoir décapité l'État rwandais en assassinant le président Habyarimana Juvenal, le 6 avril 1994, il a assassiné, il a décapité l'église catholique le 5 juin 1994. Il a continué le 6 décembre 1995, il a décapité les ONG, donc le mouvement, la société civile. Il a chassé 38 ONG qui étaient venus assister les Rwandais après le génocide. Il en a suspendu 18. Et c'est comme ça qu'il a détruit les coopératives les plus sérieuses comme Kiaka, comme Koforwa. Kiaka, c'était une association d'artisans qui travaillaient à Mahoko, dans le nord du Rwanda. Il a détruit le Koforwa. Donc, la Koforwa, c'est la compagnie des fontainiers du Rwanda. Il a continué, il a même attaqué les organisations comme les scouts, les guides, les Xaveri, tous les mouvements de jeunes, il a tout cassé. Et il a monté ces trucs à lui qui ne fonctionnent pas. Nous avons maintenant le CLADO, c'était l'organisation des associations des droits de l'homme au Rwanda. Est-ce que tu entends encore parler du CLADO? Pourtant, ils existent encore. Sur papier, ils sont là. Il a créé la Commission nationale des droits de l'homme. Il n'a jamais respecté.
on a cette commissaire de cette Commission nationale des droits de l'homme. Est-ce que tu l'as entendu parler contre les disparitions? Est-ce que tu l'as entendu parler contre la torture généralisée dans toutes les prisons, dans tous les cachots de police, partout, quoi, même au niveau des villages? Les gens sont battus comme si c'était des animaux sauvages. C'est incroyable. Kagame ne respecte rien du tout. Rien. Il le dit d'ailleurs lui-même, qu'il ne respecte jamais les lois, ni la Constitution, mais qu'il respecte ce qu'on appelle les consignes, Amabgiriza. Et il appelle ça Ubudasa. C'est la spécialité du Rwanda, de ne rien respecter. Et de se faire applaudir que c'est des champignons de ceci, de cela, etc. Ils sont les premiers, c'est un miracle économique, ils racontent n'importe quoi. Tout a foiré chez Kagame, mais il continue de se présenter comme le meilleur des meilleurs. Hein? C'est ça, Kagame. Nous allons... Au Congo, il ne respectera rien. Rien. Combien de fois on a eu des rébellions au Congo? Même avec le président Laurent Désiré Kabila, il n'a rien respecté. Quand ils ont créé la FDL, qui sont arrivés à Kinshasa, la première chose que Kagame a fait, c'est de violer tous les accords, de telle sorte que le président Laurent Désiré Kabila a été obligé de se débarrasser de ces gens malhonnêtes. Il le dit d'ailleurs lui-même. Il a dit à plusieurs reprises, il a dit, moi je croyais qu'on avait des ministres congolais, finalement c'était des Rwandais. Le ministre des Affaires étrangères, Karaha, quand il lui a dit, mais écoute, ce sont les Rwandais qui sont entrés chez eux, et bien, le ministre est parti avec les Rwandais. Donc, et il a compris que ce n'était pas un Congolais. Donc, c'est vraiment un problème. Les Congolais, ils ont eu le malheur de faire un marché de dupes avec des gens malhonnêtes qui sont nos frères rwandais. Le président Kagame, c'est un homme que même, je crois que même ses propres enfants ne peuvent pas avoir confiance en lui. Ce n'est pas possible. C'est un type complètement malhonnête. Moi, j'ai eu l'occasion de lui parler samedi le 27 août 1994. Je lui ai demandé d'arrêter les massacres, d'arrêter les disparitions, les enlèvements, etc. Et il m'a dit, oui, je vais tout corriger. Mais est-ce qu'il a corrigé? C'est un menteur. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu un type aussi malhonnête que Kagame. Je me demande, même les Européens, je veux dire, je parlais tantôt des Anglo-Saxons qui l'ont élu comme ça, il va les trahir. Et tu verras. Et d'ailleurs, il les a toujours trahis. Combien d'Occidentaux? On n'a jamais eu autant de cadavres de Blancs européens, des Occidentaux. Kagame a tué le plus grand nombre de Blancs, le plus grand nombre d'Occidentaux. Il ne respecte même pas les, comment dirais-je, nos visiteurs, nos hôtes. Tous ces Européens qu'il a massacrés, ils étaient venus nous aider. Il les a massacrés. Au Rwanda, au Congo, les frères espagnols, etc. Et quand on lance des mandats d'arrêt pour poursuivre les génocidaires, les criminels, il se met à crier, à dire qu'on l'attaque, qu'on est en train de le déstabiliser, etc. Lui, il veut tuer en toute impunité, il veut piller en toute impunité, il veut mentir en toute impunité. Il n'y a aucune loi, aucun garde-fou. Non, il est comme ça, il veut qu'on le traite comme ça. Il se plaint tout le temps. Vous avez vu combien il s'est plaint que Tshisekedi a parlé de lui à l'ONU? Kagame était offusqué. Qu'est-ce qu'il se prend pour qui? Voilà. Et, merci Joseph Matata. Mais Hervé Choseville, nous allons vers la fin de l'émission. Mais d'où viendra le salut du peuple congolais? D'où viendra le salut de cette région? Parce que vous avez épinglé le président Kagame comme étant la plaque tournante, la racine du mal dans cette région. Alors, d'où viendra vraiment
le salut de cette région du Congo? Je ne voudrais pas apparaître comme pessimiste, mais je ne peux que l'être. Tant que Kagame sera au pouvoir au Rwanda et tant que les grandes puissances joueront le jeu que j'ai décrit tout à l'heure et feront preuve de complaisance, pour ne pas dire de complicité, à l'égard de Paul Kagame, l'Est du Congo, malheureusement, ne connaîtra pas la paix. Mm. L'Est du Congo connaîtra la paix le jour où il y aura une alternance au Rwanda. Et donc, j'appelle de mes voeux cette alternance, j'appelle de mes voeux le dialogue inter-rwandais pour qu'enfin il puisse y avoir une évolution au Rwanda. Tant que le régime de Kigali est ce qu'il est, je ne vois pas d'espoir. C'est très triste ce que je dis, hein, et je m'en veux d'être aussi pessimiste. Mais très franchement, j'ai parlé de la duplicité tout à l'heure. J'utilise ce mot à nouveau. Parce qu'après le M23, même en admettant même, soyons un peu optimistes, en admettant même que Paul Kagame finalement veuille donner le change et qu'il y ait un énième accord qui soit signé et que Bunagana soit libéré. Dans 6 mois, dans 1 an, on verra le M24 et puis ensuite le M25. C'est ça la mafia. C'est ça, c'est ça. C'est ça, ce sont des faux mouvements rebelles qui prennent un nom différent, mais c'est toujours les mêmes gens, c'est toujours la même manœuvre concoctée à Kigali. Donc, changement de régime à Kigali, et là, peut-être qu'il y aura un espoir de paix pour le Congo. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, ça n'enlève pas la responsabilité des Congolais eux-mêmes qui ont leurs problèmes. Le Congo, ce pays immense qui a été mal géré et qui est miné par la corruption depuis l'indépendance. La colonisation belge, hein? Et même depuis la colonisation. Mais au moins, les Congolais pourront traiter leurs problèmes entre eux. C'est déjà énorme, les problèmes qu'ils auront à traiter et à aborder. Mais il faut d'abord que l'ingérence rwandaise cesse. Une fois que cette ingérence rwandaise cessera, lorsqu'il y aura des problèmes au Congo, on pourra dire oui, c'est la faute du gouvernement congolais, c'est la faute de tel ou tel ministre, c'est la faute de tel ou tel gouverneur. Mais pour le moment, on est obligé de, comment dirais-je, de fermer les yeux sur la mégestion. C'est un mot que j'ai appris au Congo, ça, la mégestion. Je ne pense pas qu'il existe encore dans le Larousse, mais je l'ai utilisé moi-même dans mes livres parce que je trouve que c'est un mot formidable. C'est dommage que les Français ne l'aient pas inventé. En France, on parle de mauvaise gestion. Au Congo, on parle de mégestion. Donc oui, on ferme les yeux sur la mégestion au Congo parce qu'il y a ces circonstances atténuantes qui font que le Rwanda, depuis 30 ans, déstabilise le Congo. Alors voilà, je suis très pessimiste, mais bon, d'un autre côté, je me dis que la vie humaine a des limites, que la biologie est ce qu'elle est et que tôt ou tard, il y aura un changement à Kigali. Franco est resté au pouvoir pendant 40 ans. L'Union soviétique a duré pendant 70 ans. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel et que c'est ce que je souhaite en tout cas pour le peuple rwandais. Je souhaite que l'on se rapproche petit à petit de la lumière au bout du tunnel. Oui, excusez-moi, je riais parce que si
vraiment, on doit s'en remettre aux lois de la nature. Je pense que c'est vraiment désespéré. Eh ben, écoutez, Paul Kagame, il est un peu plus âgé que moi. Il commence à, enfin, l'âge commence à le marquer. Donc, je pense que il est plus proche de la fin que du début. C'est pas, comment dirais-je, souhaiter la mort de quelqu'un que de le dire. C'est, comme vous le dites, c'est les lois de la nature. Mais il nous a rassuré via son conseiller à la sécurité qu'ils ont l'habileté, qu'ils ont une machine, qu'ils savent créer des killing machines. Donc, ils n'ont aucun problème de la relève. Les killing machines sont prêts à reprendre le flambeau, malheureusement. Ça, je n'en suis pas sûr. Je pense que dans le système soviétique, il y avait, ou dans le système chinois, vous avez une dictature collective avec des individualités qui se succèdent les unes aux autres, qui se cooptent. Vous avez, lorsqu'un dirigeant comme Khrouchtchev devient un peu encombrant, on apprend qu'il a démissionné pour raison de santé et il finit ses jours dans une datcha confortable. C'est pas le cas au Rwanda. Ce régime ne repose que sur un seul homme. Et il a éliminé tous ceux dans son propre camp, tous ceux qui lui faisaient de l'ombre ou qui auraient pu lui faire de l'ombre. Donc, si Kagame disparaît, le régime disparaît aussi. C'est automatique, c'est aussi simple que cela. Ça, c'est vrai. Voilà. Monsieur Joseph Matata, vous aussi, et en conclusion, vous croyez que le Congo va avoir un sursaut parce que je pense que c'est seul le Congo qui peut changer les choses. Bon, c'est comme s'il y avait un complot ou je ne sais pas, hein, un médiateur qui a des armées au Congo et les armées qui se rangent du côté de l'agresseur. Quelle attitude doit prendre le Congo face à cette situation en clôturant justement cette émission? Bon, pour conclure, je pourrais dire que le président Tshisekedi et son équipe ont bien compris le jeu de Kagame et ils l'ont dénoncé publiquement aux Nations Unies devant toutes les instances où ils ont pu se présenter. Et ça, c'est déjà un point positif. On a identifié la tumeur. On a identifié où se trouve justement le problème. Maintenant, reste à savoir, est-ce que les Congolais auront la détermination de retrousser les manches et de s'attaquer au mal, au volcan de mensonges que représente le président Kagame? Est-ce qu'ils auront la finesse diplomatique d'affronter le président ougandais qui joue un jeu d'hypocrisie totale dans cette affaire via son petit fiston Kainerugaba qui raconte tout le temps, qui dit que les Tutsis, on ne va pas, que les Tutsis sont plus forts que la meilleure armée, etc. Donc, des gens qui jouent un peu de publicité, qui s'amusent comme ça. Moi, je crois que la jeunesse rwandaise qui est engagée, qu'on est en train de sacrifier au Congo, cette jeunesse-là pourra, avec la jeunesse congolaise, l'ensemble, ces deux jeunesses-là, ils pourraient tout simplement tourner leurs armes contre le véritable fossoyeur des peuples rwandais congolais. C'est ce que peut-être le président Tshisekedi a laissé entendre quand il a dit que les Rwandais ont besoin aussi de se débarrasser de ce chef rétrograde qu'est le président Paul Kagame. Quand je vois comment au Rwanda à l'intérieur, le président Kagame a serré tellement les vis qu'il n'a laissé aucune chance au peuple rwandais,
Je crois que Kagame ne pourra pas se battre, ne pourra pas tenir le front du Congo et tenir le front intérieur parce que les gens sont affamés. Et quand les gens sont affamés, ils peuvent se révolter, ils peuvent se lever. On a vu des émeutes de faim dans plusieurs pays. Au Rwanda, s'il y a une émeute de faim, le président Kagame ne survivra pas. Il a beau avoir des militaires, etc., mais une population qui n'a rien à perdre, surtout quand on connaît les Rwandais. Les Rwandais, ils sont comme des moutons, ils se taisent, tu tapes dessus, tu casses les gueules, tu casses les têtes. Et une fois qu'ils en ont marre, ils sortent les dents. Je n'aimerais pas être à la place de Kagame le jour où le peuple sortira ses dents. Mais Kagame les provoque suffisamment, de telle sorte que ce jour-là n'est plus loin. Il a trop forcé. Et il y a tellement de cadavres qui rentrent au pays dont les parents ne savent pas trouver des explications. Il y a les jeunes qu'on amène au combat par force, des recrutements forcés. Tout ça, ça ne va pas se terminer comme ça. Hein. Surtout que les jeunes d'aujourd'hui, ils peuvent s'informer, ils nous écoutent. L'émission que nous venons de faire, les Congolais vont se la passer. Et les mouvements citoyens, le réseau des femmes congolaises, ils vont se passer cette émission. Ils comprendront. Ils vont m'écouter, ils vont écouter M. Choseville, qui est un observateur, qui n'est ni Hutu ni Tutsi, qui a été un observateur dans la région et qui est honnête dans son analyse. Ils vont m'écouter, moi, peut-être on peut me taxer de prendre parti, mais quand on voit mon CV, on verra très bien que ce n'est pas avec Kagame. Je me suis battu avant que Kagame n'arrive. Donc, Kagame, c'est juste c'est un nouvel arrivant sur mon champ de bataille. Donc, c'est pour cela d'ailleurs qu'il a des difficultés avec moi, avec toi, avec d'ailleurs beaucoup de monde. Donc, moi, je crois que le président Paul Kagame joue avec le feu, mais comme tous les joueurs, ils sont habitués à s'amuser. Ils s'amusent pour le moment, mais je crois qu'avec les Congolais, le Congo risque d'être son tombeau. Je crois. Je crois. Même, ça risque même d'être aussi le tombeau de Museveni. Parce que ce sont des chefs mafieux qui ne comptent que sur la terreur. Or, l'équilibre de la terreur, ça peut se casser en un clin d'œil. Hein. Même au niveau de la Libye ou d'autres dictatures, même comme le Soudan, comme l'Égypte, etc. Quand un chef d'État mise sur la terreur, il suffit que le peuple lui dise, écoutez, on n'a plus peur. Même un chien, quand il te court après, quand il te retourne, le chien, il s'arrête. Hein? Il s'arrête, il te regarde dans les yeux, et quand il voit que tu es déterminé, c'est lui qui rebrousse le chemin, qui court dans l'autre sens. Kagame, je crois que lui n'aura pas cette intelligence de rebrousser chemin. Je crois qu'il va se casser les dents. Merci. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Joseph Matata, Monsieur Hervé Choseville. Je rappelle à ceux qui nous suivent que Monsieur Hervé Choseville est un humaniste, un humanitaire, qu'il a travaillé dans la région des Grands Lacs, qu'il a vécu au Congo. Il a dit au cours de son intervention. Il a vécu au Congo, dans plusieurs pays de la région, au Rwanda aussi. Et donc, c'est pourquoi nous l'avons invité. Et la preuve, c'est qu'il nous a fait vraiment une description des lieux et de la situation comme seul un humanitaire peut le faire. Il a écrit des livres intéressants aussi qu'il faut lire. Hein? C'est un auteur, il a écrit des livres sur la région. Merci de me le rappeler, M. Joseph. M. Choseville a écrit des livres sur la région à propos de ses missions humanitaires. Sur le Rwanda, celui qui nous présente là, un très beau livre sur le Rwanda. Ce livre est sur le Rwanda
il en a écrit d'autres sur le Congo et sur d'autres pays. 20 ans de mensonges. Hein? Voilà, 25. c'est le plus grand menteur comme je C'est un le cas de mensonge sur le Rwanda. Donc, il connaît tout. Monsieur Joseph Matata, lui, c'est un vieux de la vieille qui a commencé l'activisme pour les droits de l'homme quand il était tout jeune. Maintenant, vous le voyez, il ne l'est plus. C'est une carrière de 50 ans, pratiquement. J'ai commencé en 73. 50 ans de militantisme pour le respect des droits de l'homme au Rwanda. Et jusqu'à présent, il est dans notre cadre de concertation. Il est toujours militant et il a beaucoup de force, comme vous l'avez vu. Voilà. C'était donc des invités spéciaux qui connaissaient le sujet. Et merci à eux, vraiment, de ma part, de la part de ceux qui nous ont suivis. Et nous espérons que la prochaine fois que nous allons vous inviter encore une fois, quand il y aura un sujet sur lequel vous pouvez nous éclairer et que vous serez des nôtres. Je vous souhaite une bonne soirée, Hervé Joseville, chez vous en Corse. Bonne soirée, à bientôt. Monsieur Chezeville, à la prochaine. Bonne soirée, Monsieur Matata. Bonne soirée, Monsieur Joseph, chez vous en Belgique, et à la prochaine.